Jusqu'où peut-on être stupide après un crime? Le crime parfait n'existe pas. La preuve, 5 affaires, 5 indices ridicules, 5 arrestations. C'est ce que vous pourrez voir dans les 2 prochaines vidéos sur les meurtriers maladroits. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Entre ombre et lumière. Si les mystères que nous explorons ici vous fascinent, pensez à vous abonner et à laisser un j'aime avant le début de la vidéo. Votre soutien est précieux pour la survie de ma chaîne. Merci à tous et entrons tout de suite dans le vif du sujet. Le crime parfait n'existe pas. C'est une règle d'or que chaque criminel tente pourtant de contredire. Parfois avec une préparation redoutable, parfois avec une arrogance déconcertante. Certains planifient leurs gestes pendant des semaines, voire des mois. Ils effacent minutieusement leurs empreintes, construisent des alibis solides et s'en vont convaincus d'avoir trompé la justice à jamais. Mais l'esprit humain a ses failles, et ces failles, aussi petites soient-elles, finissent presque toujours par se révéler. La panique qui fait perdre ses moyens, l'arrogance qui pousse à commettre un geste de trop, la simple seconde d'inattention qui laisse derrière elle une trace que personne n'aurait dû voir. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans 5 affaires criminelles qui ont marqué l'histoire. 2 dans celle-ci et 3 dans la partie 2. 5 histoires de tueurs qui se croyaient intouchables mais qui ont commis une erreur fatale, laissé derrière eux un indice, parfois microscopique, parfois totalement absurde, parfois d'une banalité qui frise le ridicule. Commençons cette vidéo avec l'histoire de Cheyenne Rose Antoine. Cette histoire a lieu à Saskatoon, en Saskatchewan, le 25 mars 2015. Il y a des matins qui commencent normalement et qui basculent en quelques secondes. Ce matin-là, à Saskatoon, un homme marche près d'une route isolée en bordure de la ville, non loin du site d'enfouissement de la municipalité. Il remarque quelque chose sur le côté de la route. Il s'approche et constate que c'est le corps d'une adolescente. L'homme remarque qu'elle était froide au toucher, qu'elle n'avait pas de chaussures et qu'elle était allongée sur le dos. Il y avait une ceinture posée près de son corps. Il n'y avait aucun signe de vie détecté. Les policiers sont alors appelés sur les lieux. Ils identifient rapidement la victime grâce à ses tatouages et ses vêtements retrouvés sur elle. Il aura fallu plusieurs jours pour l'identifier formellement. Une tâche accomplie après que la police a rendu public des photos de ses tatouages, de sa veste et d'une montre brisée retrouvée sur le corps. Ils finissent par identifier Brittany Jane Gorgall. Elle avait 18 ans. Qui était Brittany Gorgall? Brittany, elle est décrite pour tous ceux qui la connaissaient comme une jeune femme attachante, sociable et débordante d'énergie. Elle est considérée comme une personne ambitieuse et travailleuse, quelqu'un qui réussit toujours à équilibrer le travail et les études. Elle travaille notamment pour un service de traiteur à Saskatoon. Et elle a une belle-mère qui s'appelle Christy Wickenhauser, qui l'aime vraiment profondément. Christy élève aussi la petite sœur de 7 ans de Brittany, qui a beaucoup de questions et ne comprend pas ce qui s'est passé. Brittany est aussi une jeune femme de son époque. Elle utilise les réseaux sociaux, publie des photos, partage des sorties avec ses amis. C'est précisément cette habitude anodine et quotidienne qui jouera un rôle central dans l'enquête sur sa mort. Parmi ses amis les plus proches figure Cheyenne Rose Antoine. Les 2 jeunes femmes sont décrites par leur entourage comme inséparables. Elles sortent souvent ensemble, se retrouvent régulièrement, se voient comme les meilleures amies. Personne autour d'elles n'imagine que cette amitié se terminera par un meurtre. La soirée du 24 mars 2015. Ce soir-là, Brittany et Cheyenne décident de sortir ensemble dans les bars de Saskatoon.
Les deux jeunes femmes font la tournée des bars et commencent par le Manchester Brew Pub avant de se retrouver au Colonial Pub Grill. Elles consomment d'alcool et elles s'amusent. Des témoins les voient à plusieurs endroits de la ville au cours de cette nuit-là. Avant de partir, les deux amis prennent une photo ensemble, une photo banale, comme on en prend des dizaines par semaine quand on a 18 ans. Deux filles qui sourient à l'appareil, heureuses de leur soirée. Le soir du 24 mars 2015, Cheyenne Antoine et Brittany Gorgel posent pour un selfie et publient sur Facebook avant de sortir. Ce selfie deviendra quelques mois plus tard la pièce à conviction la plus célèbre de toute l'affaire. Vers 4 heures du matin, Cheyenne dit se rendre à une fête dans une maison privée et que Brittany commence à passer du temps avec un homme inconnu dans la trentaine. Selon la première version de Cheyenne, les deux amis se séparent. Brittany part avec cet homme inconnu et Cheyenne errant de son côté. Et puis Brittany ne rentre jamais par la suite. La découverte est le début de l'enquête. Tôt le matin, le 25 mars, le corps de Brittany est découvert sur Cedar Villa Estates Road, en bordure de Saskatoon. Elle est retrouvée mortellement blessée en bordure de la route sur les abords de la ville, non loin du site d'enfouissement. Elle est transportée à l'hôpital, mais elle est décédée peu de temps après. Les enquêteurs déterminent rapidement qu'elle a été étranglée. Près du corps, ils retrouvent une ceinture noire tressée. Dans l'immédiat, cet objet est traité comme un élément de la scène de crime parmi d'autres. Son importance réelle ne sera révélée que peu plus tard. Les policiers interrogent rapidement Cheyenne, l'une des dernières personnes connues à avoir vu Brittany vivante. Selon sa déclaration, elle aurait été déposée à une résidence pour personnes âgées où habite son oncle. Elle va même jusqu'à mettre son oncle en ligne avec la police et l'oncle confirme avoir vu sa nièce après 4 heures du matin. Mais les enquêteurs commencent à tiquer. L'alibi semble trop bien préparé. Et quand ils vérifient les images de caméras de surveillance, quelque chose ne colle pas du tout. Les images de surveillance de la résidence pour personnes âgées de l'oncle de Cheyenne montrent qu'il ne l'a jamais visité cette nuit-là. Son alibi s'effondre alors. Cheyenne avait aussi dit aux policiers et aux procureurs que les deux amis s'étaient rendus au Colonial Pub and Grill. Mais en examinant les images de caméras de surveillance du bar, la police constate qu'elle n'y a jamais mis les pieds. Mensonge sur mensonge. Mais les enquêteurs manquent encore de preuves directes pour l'arrêter. Dans les heures qui suivent la mort de Brittany, Cheyenne adopte une stratégie qui, à première vue, peut sembler celle d'une amie inquiète, mais qui, en réalité, fait partie d'une tentative calculée de détourner les soupçons. Plusieurs heures après la mort de Brittany, l'accusé publie une photo Facebook pour demander où est Brittany. Le message dit « Où es-tu? J'espère que tu es rentré à la maison. » Pour les enquêteurs, ce message attire rapidement leur attention. Une vraie amie inquiète aurait-elle simplement posté sur Facebook plutôt que d'appeler la police ou de se rendre sur les lieux des recherches? Pourquoi ces déclarations changent-elles d'une entrevue à l'autre? Lorsque les policiers parlent à l'oncle de Cheyenne, l'histoire s'effondre. Il n'y avait aucun homme blanc dont elle parlait et l'oncle finit par admettre aux policiers que Cheyenne lui avait demandé de mentir pour elle et de dire que 2 hommes noirs avaient tué Brittany. C'est un aveu extraordinaire. Non seulement Cheyenne a menti, elle a aussi tenté de manipuler un membre de sa famille pour construire une fausse piste. La ceinture est le premier aveu informel. Dans les jours suivant le meurtre, un examen post-mortem révèle que Brittany avait été étranglée et que le tueur avait utilisé la ceinture noire retrouvée sur la scène du crime. La ceinture contenait 2 profils ADN. L'un correspondait à Brittany, l'autre était inconnu. Pendant ce temps, quelque chose de crucial se passe ailleurs. Quelqu'un qui connaît Cheyenne apprend ce qu'elle a fait, pas par les journaux, mais de sa propre bouche. Après avoir bu, Cheyenne raconte à une amie qu'elle a frappé Brittany et l'a étranglée. Elle se présente chez son amie et confesse hystériquement comment elle a blessé son amie.
Cette personne garde d'abord l'information pour elle, mais la culpabilité, ou peut-être la conscience, finit par l'emporter. Finalement, un renseignement mène la police à un témoin qui dit que Cheyenne a avoué le meurtre cette nuit-là. Les enquêteurs ont maintenant un témoignage, mais ils cherchent encore une preuve physique solide qui place Cheyenne directement sur la scène du crime. Et c'est là que Facebook va rentrer en jeu. La photo qui change tout. Les enquêteurs décident d'éplucher systématiquement les réseaux sociaux des deux jeunes femmes. Leurs publications, leurs photos, leurs interactions en ligne au cours des semaines et des jours précédant le meurtre. Et puis, ils la trouvent. La photo prise quelques heures avant le meurtre. Deux jeunes femmes souriantes, heureuses, apparemment sans souci. Britney à droite, Cheyenne à sa gauche. Les enquêteurs regardent plus attentivement et là, un détail saute aux yeux. Cheyenne porte la ceinture même qui a servi à étrangler Britney jusqu'à la mort. Voilà votre pièce à conviction clé. Et elle se trouve dans une photo sur Facebook. Mais la découverte ne s'arrête pas là. Le procureur principal Robin Ritter expliquera à CNN que la large ceinture noire au tissage large que Cheyenne porte dans la photo correspond aux marques laissées sur la voiture de Britney. La voiture était sale et poussiéreuse, et on pouvait voir sur le côté de la voiture des marques qui étaient compatibles avec cette ceinture noire. Et on avait aussi l'impression qu'il y avait eu une lutte. La ceinture, l'ADN inconnu, le témoignage de l'ami, les mensonges sur l'oncle et le bar, les marques sur la voiture et maintenant une photo qui place la ceinture dans les mains de Cheyenne quelques heures avant le meurtre. De nouveaux tests de laboratoire confirment que l'ADN inconnu sur la ceinture appartient bel et bien à Cheyenne. Elle est arrêtée sous des accusations de meurtre au 2e degré. L'arrestation et les vrais aveux. Cheyenne est arrêtée en mars 2017 et accusée de meurtre au 2e degré et d'atteinte à l'intégrité d'un cadavre. La nouvelle provoque un choc dans la famille de Britney. La famille de Britney pleure dans la salle du tribunal lorsque les accusations de meurtre de 2e degré et d'atteinte à l'intégrité d'un cadavre sont lues contre Cheyenne. La belle-mère de Britney, Christy Wickenhauser, déclare « Ça aide, mais ce n'est pas terminé. Ça va être long comme processus. » Une fois arrêtée, Cheyenne change enfin de version. Après son arrestation, elle admet finalement ce qui s'est passé. Elle et Britney se sont rendues à une fête dans une maison privée où elles ont commencé à consommer de l'alcool et des drogues. Selon ses aveux, Cheyenne et Britney étaient intoxiquées et ont eu une dispute. Elle a étranglé Britney avec sa ceinture avant d'abandonner son corps. Cheyenne dit qu'elle se souvient qu'elles ont eu une dispute, mais qu'elle ne se souvient pas de l'avoir étranglée. Elle ne conteste pas l'avoir tuée. Le procès et la sentence. En audience, le procureur de la couronne, Robin Ritter, présente les détails d'une enquête complexe qui a pris près de 2 ans à être complétée. Les preuves sont présentées une à une. La photo Facebook montrant la ceinture, les enregistrements des caméras de surveillance qui contredisent ses mensonges, le témoignage de l'ami à qui elle avait confessé le crime cette même nuit, l'ADN retrouvé sur la ceinture et les marques sur la voiture. C'est assez remarquable la façon dont la police a développé cette information, dit Ritter. Parce qu'elle admet le meurtre et semble avoir des remords en cours, Cheyenne est condamnée pour homicide involontaire plutôt que meurtre au 2e degré. Le lundi matin, Cheyenne Rose, 21 ans, plaide coupable d'avoir tué Britney, 18 ans. Elle est condamnée à 7 ans de prison, une demande conjointe de la couronne et de la défense. Au moment de son arrestation pour meurtre, Cheyenne attendait également une sentence pour avoir menacé l'agent de sécurité d'un magasin lors d'un vol à l'étalage, le menaçant avec une aiguille qu'il prétendait être contaminée par le VIH. Les voix de la famille. Lors de l'audience, les proches de Britney prennent la parole.
Ce qu'ils disent ce jour-là dans cette salle de tribunal de Saskatoon ne s'oubliera pas facilement. La tante de Britney, Jennifer Gargle, fournit une déclaration de victime en cours. Elle mentionne « La plupart des jours, on ne peut pas s'arrêter de penser à Britney, à ce qui s'est passé cette nuit-là, à ce qu'elle a dû ressentir en se battant pour sa vie. Tu te sens assombri dans ton propre monde sombre. Tu as volé ce monde, quelqu'un qui avait un don particulier. » Cheyenne fait une déclaration par l'intermédiaire de son avocate disant qu'elle sait que la famille voudrait une explication, une raison, mais qu'elle ne peut malheureusement pas la leur donner. Dans la famille de Britney, 7 ans de prison ne suffiront jamais à combler le vide laissé par sa disparition. Aucune sentence ne peut ramener une jeune femme de 18 ans qui travaillait très fort, qui aimait ses amis, qui avait toute la vie devant elle. Ce qui reste de cette affaire. Le procureur Robin Ritter dit que la photo Facebook a conduit la police sur une fausse piste et Cheyenne a aussi utilisé les réseaux sociaux pour mener la police dans une mauvaise direction. Mais au bout du compte, c'est ce même réseau qui l'a perdu. Cette affaire est étudiée aujourd'hui dans plusieurs formations en enquête criminelle, notamment en ce qui concerne l'utilisation des réseaux sociaux comme outil d'enquête. Elle illustre un paradoxe de l'ère numérique. Les mêmes plateformes que l'on utilise pour se construire une image, pour sembler innocent, pour crier à l'inquiétude, peuvent contenir les preuves de ce que l'on cherche à cacher. Ça ne peut pas être mieux que ça quand on essaie de poursuivre quelqu'un pour meurtre, dit le sergent Ernie Louty en parlant de la photo. Britney avait 18 ans. Elle aimait ses amis, son travail, sa petite sœur de 7 ans. Des mois plus tard, elle demande encore des explications par rapport à ce qui est arrivé à sa grande sœur. Elle est sortie un soir de mars avec celle qu'elle considérait comme sa meilleure amie, et cette amie l'a tuée avec sa propre ceinture. Qui a résolu le crime? Ce n'est pas une technologie de pointe, ce n'est pas une filature secrète ou une percée scientifique, c'est une photo publiée sur Facebook quelques heures avant le meurtre. Une photo de 2 amis qui sourient, sur laquelle on aperçoit dans le bas du cadre la ceinture noire tressée qui allait coûter la vie à l'une d'elles. Dans l'affaire Cheyenne Rose, c'est une photo publiée sur les réseaux sociaux qui a permis aux enquêteurs de faire le lien entre la suspecte et la scène du crime. Un détail visuel, banal en apparence, qui s'est transformé en preuve accablante. Mais si cette histoire vous a semblé stupéfiante, sachez que le cas suivant pousse encore plus loin l'idée du criminel qui se trahit lui-même. Parce que cette fois, ce n'est pas une image qui va tout faire basculer. C'est quelque chose que le meurtrier a mangé. Pour la deuxième histoire, il sera question de Darren Dillon Wint. Cette histoire a lieu le 14 mai 2015. Les habitants d'un quartier huppé de Washington, D.C. se réveillent en apprenant une nouvelle terrifiante. Une immense résidence est en flammes. Lorsque les pompiers réussissent finalement à maîtriser l'incendie, ils découvrent une scène qui ressemble davantage à un film d'horreur qu'à une affaire criminelle ordinaire. 4 personnes sont mortes. Toute une famille a été anéantie et pendant plusieurs jours, personne ne comprend exactement ce qui s'est passé à l'intérieur de cette maison. Les enquêteurs vont bientôt découvrir qu'ils ont affaire à un enlèvement, une séquestration, une extorsion et un quadruple meurtre prémédité. Mais ils vont également découvrir que le principal suspect a laissé derrière lui un indice d'une banalité presque absurde. Une simple croûte de pizza. Les victimes et le suspect. La principale victime est Savas Savopoulos, un homme d'affaires prospère à la tête d'une entreprise spécialisée dans les matériaux de construction. Il vit avec son épouse Amy, leur fils Philippe et leur employé de maison Vera Licia Figueroa, dans une résidence évaluée à plusieurs millions de dollars. La famille est connue et respectée dans le quartier. Rien ne laisse présager le drame qui s'apprête à se produire.
De son côté, Daron Dylan Wind connaît indirectement Savas. Des années auparavant, il a travaillé pour une entreprise liée à la famille. Les enquêteurs découvriront plus tard que Daron nourrissait une rancune tenace envers son ancien employeur, une rancune qui allait mener à la une des crimes les plus brutaux de l'histoire récente de la capitale américaine. Le début du cauchemar. Dans la nuit du 13 mai 2015, les événements prennent une tournure dramatique. Selon la théorie de l'accusation, Daron pénètre dans la résidence familiale et prend le contrôle de la maison. Les 4 occupants deviennent prisonniers de leur propre demeure. Pendant de nombreuses heures, la famille est retenue captive sous la menace. Daron cherche à obtenir une importante somme d'argent. Sous la contrainte, Savas est forcé de coordonner le transfert de dizaines de milliers de dollars. Selon les procureurs, la somme de 40 000 dollars en espèces est remise par un employé de l'entreprise familiale sans que ce dernier ne se doute de ce qui se passe réellement à l'intérieur de la maison. La mystérieuse livraison de pizza. Alors que la famille est toujours retenue captive, un événement anodin se produit. Une commande de pizza est livrée à la résidence. Le livreur dépose des boîtes à l'entrée de la maison et repart. Sans se douter de rien, pour lui, tout semble parfaitement normal. Il ignore complètement qu'à l'intérieur se déroule un crime. Le plus choquant des crimes de l'histoire récente de Washington. Cette livraison paraît insignifiante, pourtant, elle va devenir l'élément capital de toute l'enquête. Les meurtres et l'incendie. Après avoir obtenu l'argent qu'il désirait, Daron passe à l'étape suivante. Les 4 victimes sont assassinées. Les enquêteurs établiront que les adultes ont été ligotés et tués à l'intérieur de la résidence. Le jeune Philippe, âgé de seulement 10 ans, est également tué. Une réalité particulièrement bouleversante qui a profondément marqué l'opinion publique. Par la suite, plusieurs pièces de la maison sont aspergées de l'essence et le feu est allumé. L'incendie est manifestement destiné à détruire les preuves et à ralentir l'enquête. C'est cet incendie que les passants et les voisins vont apercevoir au petit matin du 14 mai. La découverte de la scène de crime. Lorsque les secours arrivent sur les lieux, les pompiers combattent d'abord les flammes. Puis vient le long et minutieux travail des enquêteurs. Rapidement, ceux-ci comprennent que l'incendie n'est pas un accident. Ils se retrouvent devant une scène de crime d'une complexité exceptionnelle. Des dizaines de techniciens passent plusieurs jours à examiner ce qu'il reste dans la maison. Chaque objet est photographié, chaque pièce est analysée, chaque trace est prélevée et conservée. C'est dans ce contexte que les enquêteurs tombent sur les boîtes de pizza abandonnées dans la résidence. L'indice qui change tout. Parmi les nombreux objets récupérés sur la scène de crime se trouve une boîte de pizza. À l'intérieur, les enquêteurs remarquent un morceau de croûte partiellement mangé et abandonné. Comme pour tout élément potentiellement probant, ils décident de procéder à une analyse ADN. Les résultats stupéfient tout le monde. Un profil ADN complet et exploitable est extrait de la croûte. Lorsque ce profil est comparé aux bases de données policières, un nom apparaît immédiatement. Daron Dylan Wind. L'homme avait déjà été fiché lors d'une affaire antérieure, ce qui permet cette identification foudroyante. En mangeant cette pizza, pendant que 4 personnes étaient retenues prisonnières dans la maison, Daron avait laissé sa signature biologique sur la scène du crime. La chasse à l'homme et l'arrestation. À partir de ce moment, l'enquête s'accélère considérablement. Les policiers diffusent un mandat de recherche et rendent publique l'identité du suspect. Daron tente de fuir. Une vaste chasse à l'homme est lancée à travers la région de Washington. Quelques jours seulement après la diffusion de leur avis de recherche, les autorités parviennent à l'intercepter. Il est arrêté en possession d'une importante somme d'argent liquide.
Le procès. Le procès attire une attention médiatique considérable, tant l'affaire a choqué l'Amérique. Les procureurs présentent un dossier volumineux dans lequel l'ADN retrouvé sur la croûte de pizza constitue une preuve centrale mais non isolée. Les enquêteurs y ajoutent des éléments de géolocalisation, des preuves matérielles diverses, des témoignages, des données financières retraçant les transferts d'argent, ainsi que de nombreux éléments établissant le lien entre Daron et les victimes. La défense tente de remettre en question certaines conclusions et soutient que d'autres personnes auraient pu être impliquées dans le crime. Les procureurs affirment cependant que l'ensemble des preuves accumulées désigne Daron sans ambiguïté. Le verdict est la condamnation. En 2018, après délibération, le jury déclare Daron Dylan Wint coupable. Il est reconnu responsable des 4 meurtres ainsi que de plusieurs crimes connexes liés à l'enlèvement, la séquestration et l'extorsion. Le juge impose plusieurs peines de prison à vie. Daron passera le reste de ses jours derrière les barreaux. Pour les proches des victimes, la condamnation met fin à une longue et douloureuse épreuve judiciaire. Elle ne pourra jamais effacer la tragédie vécue par la famille Savas, ni ramener Veralicia à sa propre famille. Mais elle représente une forme de justice pour 4 vies brutalement interrompues. Parmi toutes les affaires criminelles célèbres résolues grâce à des indices inattendus, celle-ci demeure particulièrement marquante. Les enquêteurs faisaient face à une scène de crime d'une ampleur considérable, une maison incendiée, 4 victimes, des centaines d'indices potentiels éparpillés dans les décombres. Et pourtant, l'élément décisif était un simple morceau de croûte de pizza. Un résidu que n'importe qui aurait ignoré, jeté ou balayé. Daron avait pris soin de mettre le feu à la maison pour effacer les traces, mais il n'avait pas pensé à cette boîte de pizza. Cette affaire rappelle une vérité fondamentale de la criminalistique moderne. L'ADN ne ment pas. Et dans un moment de relâchement, celui d'un homme qui mange une pizza pendant qu'il commet l'inimaginable, la science a parlé plus fort que tous les efforts pour effacer les preuves. Alors voilà pour cette première partie des meurtriers maladroits. La semaine prochaine, nous allons compléter avec la deuxième partie avec 3 autres cas. Sur ce, je vous dis entre ombre et lumière, la vérité ne dort jamais. Bye bye!